une tombe par pas loin là qui s'appelle Monsieur Fourtou, ça me fait rire. Mon père quand j'étais ado il m'avait dit tu pourras mettre ce que tu veux sur ta page Wikipédia et les gens t'en parleront. J'avais mis que je m'étais fait coacher par Leonardo DiCaprio à New York pour devenir actrice. Et premier degré, un journaliste m'a dit alors incroyable, racontez-nous. Sauf qu'à l'époque tu voulais être chanteuse. Oui, je voulais être Britney Spears, c'est différent. Enya Barou n'est pas chanteuse, mais bien réalisatrice, scénariste et même actrice. On l'a découverte fleur bleue dans la mini-série sur Canal+ qu'elle a co-réalisée. Depuis, elle a signé On ira, son premier long métrage. Aujourd'hui, elle nous emmène dans un endroit spécial, tout près de chez elle. Alors nous sommes actuellement assis sur un petit escalier dans le cimetière de Montmartre, juste en dessous du pont qui traverse entre la place de Clichy et la rue Caulaincourt. Et on est au milieu de plein de stèles, de plein de tombes. Et moi, je trouve pas ça glauque du tout. Je trouve ça très joli et très apaisant. C'est toi qui voulais faire cette interview ici ? Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un cimetière dans lequel je viens beaucoup, qui est en bas de chez moi. Et j'aime bien me balader ici. Et je trouve que c'est un endroit... déjà, j'aime bien les cimetières en général. Parce que je trouve que ça nous rappelle qu'il faut profiter. Et je sais pas, je trouve ça trop beau, tous ces noms de gens qu'on connaît pas, toutes ces fleurs qui sont déposées. Il y a trop d'histoires en fait au même endroit, de plein de familles qu'on connaît pas. Et je trouve que c'est un lieu de respect et d'apaisement. Et du coup, surtout ce cimetière-là qui est trop beau. Et il y a beaucoup de gens très connus dans ce cimetière, de grands artistes. Donc c'est un beau cimetière, calme et apaisant. Dans quelles circonstances tu viens toi en général ? Moi, je viens vraiment genre balade du dimanche quoi. Ah ouais. Ouais. Il y en a qui font le marché, toi tu vas au cimetière. Non mais parfois si j'ai besoin de réfléchir à quelque chose, ou si j'ai par exemple pas trop le moral où je dois réfléchir à quelque chose, ou alors je suis bloquée sur un truc d'écriture, un moment où je dois un peu genre marcher pour réfléchir, je vais me dire tiens je vais venir marcher au cimetière. Il y a un côté très méditatif. La mort c'est un sujet qui peut faire peur à certains, qui peut être un peu tabou aussi. Toi c'est une matière sur laquelle tu travailles puisque c'est aussi le sujet de ton premier film. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là ? Parce que je pense que c'est justement le sujet qui me fait le plus peur au monde et que c'est assez universel. Je pense que tout le monde a peur de la mort de ses proches et de sa propre mort. Et que je refuse de laisser cette peur envahir ma vie et j'ai envie d'en faire un sujet de comédie. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec mon film, c'est pouvoir désacraliser un peu ça, désacraliser la fin de vie, pouvoir faire des blagues sur la mort. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est un sujet. J'aime bien traiter tout ce qui est de plus angoissant et essayer d'en faire quelque chose de plus joyeux et drôle, si possible. Parce que donc ce film, c'est On ira. On suit Marie qui a 80 ans et qui veut faire un suicide assisté en Suisse. Sauf qu'en fait, elle n'ose pas le dire à ses proches. Ouais. Et elle arrive à trouver une raison d'un héritage, d'un mystérieux héritage qu'il faudra aller rechercher en Suisse pour y aller avec sa famille. Ouais. Exactement, t'as très bien résumé. Et ça donne lieu à un road movie qui est à la fois très émouvant et en même temps drôle. Et justement, je me demandais comment est-ce que tu as réussi à trouver le curseur entre ces deux registres finalement, dès l'écriture. Ouais, je pense qu'en fait, on avait envie, avec Martin Darondo qui est mon co-scénariste, on avait envie de faire un film qui était ni trop tire-larme, ni trop potache et d'être vraiment sur le fil tout le temps, entre l'humour et le drame. La fin de vie, c'est un sujet qui est hyper délicat, qui est hyper difficile, qui est rarement traité avec humour, je trouve. Et nous, on avait besoin de faire des blagues là-dessus, on avait besoin d'en rire, on avait besoin de créer cette famille-là qui existe dans le film, qui est hyper, qui a beaucoup de problèmes de communication, voilà, c'est des bras cassés un peu, chacun a ses défauts. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien de réunir cette famille dans un espace très exigu qui est le camping-car et les faire partir vers une destination inconnue. Le fait de leur cacher le but du voyage, c'est-à-dire la mort du rôle principal, la volonté de mourir en tout cas, c'était une manière aussi de pouvoir créer de la comédie parce qu'en fait, avoir cette même famille qui sait où elle va, si ça avait été le sujet du film, c'est que tout le monde sait ce qui se passe, ça aurait été très triste. Donc, oui, puis il y a plein de quiproquos justement. Exactement, il y a plein de quiproquos, il y a aussi toute cette difficulté à parler de ce sujet-là. Et donc voilà, j'ai essayé de montrer à quel point c'est dur pour nous-mêmes, nous tous, de parler de ça, quoi. Et ce qui est fort aussi, c'est que c'est une histoire qui t'a été inspirée par ta grand-mère, qui est décédée quelques années avant. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu peut-être réparer ou réécrire avec ce film ? En fait, ma grand-mère, elle était très autonome, très indépendante. Et elle disait tout le temps que sa pire angoisse, c'était de finir comme un légume, elle disait. Comme plein de gens le disent d'ailleurs. Et en fait, alors je dirais pas qu'elle a fini comme un légume, mais elle a fini sa vie sans vraiment pouvoir choisir pour elle-même parce qu'en fait elle était malade et que ça a pris le dessus, quoi.
Et l'idée, c'était de parler d'elle, de faire un film qui raconte son caractère, sa personnalité, pour lui rendre hommage, et aussi de corriger cette fin de vie qui, pour moi, n'était pas du tout... déjà, lui ressemblait pas, et puis n'était pas à la hauteur de ce qu'elle voulait. Donc, en fait, voilà, grâce à l'écriture, corriger un peu le récit de sa vie, quoi. Le film s'appelle On ira, mais il aurait pu s'appeler autrement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Il devait s'appeler Partir un jour. Pendant des années, en fait, entre le moment du début de l'écriture et le tournage du film, il s'est passé 7 ans. Et donc pendant ces 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses, dont 2 ans de Covid, dont plein de projets qui sont arrivés sur le marché du cinéma. Et est arrivé ce film Partir un jour de Amélie Bonin, qui est super d'ailleurs. Mais qui t'arrangeait pas du tout. Mais qui m'arrangeait pas du tout en termes de titre. Alors après... c'est aussi l'histoire de la vie des films, et c'est ça qui est rigolo, c'est que voilà, nous on l'a appelé Partir un jour pendant des années. Quand Amélie Bonin est arrivée avec Partir un jour, on a dû changer de titre. Et c'est pour le mieux. Aujourd'hui, On ira, ça me paraît évident que le film doive s'appeler On ira. Et sur l'instant, je pense que je le savais. Je savais que c'était compliqué, c'était chiant de faire ces petites concessions-là, mais qu'au bout du compte, les planètes allaient s'aligner et c'était pour le bon. C'était pour le mieux, c'était pour le film, quoi, c'était mieux. Je sais qu'il y a eu un sujet d'anxiété pour toi au moment du casting. C'était pour le choix du personnage de Bruno, où pendant longtemps, tu voulais choisir Cadmerade, qui avait même accepté de le jouer. Et finalement, c'est David Ayala. Ouais. Et pourquoi ce changement? Alors en fait, c'était Cad qui devait jouer le rôle depuis le début. Et pareil, ça a été une grosse réflexion pour moi, parce qu'en fait, je me disais, bah voilà, je vais prendre Cad, qui est donc mon parrain et que je connais depuis que je suis née. Et en fait, et qui forme le duo donc avec ton père Cad. Exactement. Et en fait, je me disais, je le prends pas parce que c'est Cad, je le prends parce que, enfin oui, je le prends parce que c'est Cad et que c'est un acteur trop bien et que je le connais depuis ma naissance, mais c'est surtout que ça avait tellement de sens pour moi que cet acteur-là, il a connu ma grand-mère. C'est le seul acteur au monde qui a connu ma grand-mère et qui m'a connu enfant et qui, du coup, pour qui cette histoire avait vraiment beaucoup de sens. Mais quand même, je me disais, est-ce que je me sens d'arriver avec un premier film avec mon parrain dans le rôle principal? Enfin, je me disais, bah, je tends un peu le bâton pour me faire battre, mais bon, c'est pas grave. Et puis en fait, c'est là où je dis qu'il y a des choses qui se sont alignées sur ce film et qui se sont décidées à ma place, et tant mieux. C'est qu'en fait, Cad, il a dû partir du projet parce qu'il a fait le film de Costa Gavras, qui se tournait en même temps que le mien. Ou en tout cas, c'était pas en même temps que le mien, mais c'était le même sujet. C'était un film sur la fin de vie aussi. Et Cad, ce que je comprends, a toute sa vie rêvé de tourner avec Costa Gavras, qui est un réalisateur quand même assez âgé maintenant, et on ne peut pas savoir s'il va faire encore beaucoup d'autres films. Moi, j'espère que j'en ferai encore beaucoup. Tu pourras lui proposer d'autres rôles. Voilà, exactement. Et donc, je l'ai pas mal pris quand Cad est parti. Je me suis dit, bon, en fait, il y a un endroit où moi j'hésitais. Il y a finalement ce projet qui est arrivé pour lui. Il est parti. Et j'ai pris David Ayala, que j'aimais d'amour et que j'avais découvert dans D'argent et de sang et que je trouvais formidable. Et j'avais envie en fait que ce film ce soit pas non plus comment dire, j'avais envie qu'il n'y ait pas forcément une star qui prenne le pas sur les autres, et je trouvais que c'était cohérent, cette équipe de Pierre Lotin, Hélène Vincent, David Ayala, Juliette Gasquet. On voit la famille, en fait, on se dit pas tiens, il y en a un qui est plus connu que l'autre ou quoi, enfin je sais pas. Et donc voilà, donc en fait aujourd'hui ça me paraît évident que c'est bien comme ça et que c'était pour David Ayala ce rôle depuis le début. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises sur toi au cours de cette réalisation? Oui, bah franchement, j'ai appris que je pouvais me faire confiance, je crois, et que j'étais à ma place en faisant ce métier-là. Et je pense qu'avant de faire ce film, c'est pas que je me sentais pas à ma place, mais je savais pas si je me sentais très légitime. Je pense que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la fille d'eux, le syndrome de est-ce que vraiment j'ai ma place, est-ce que c'est mérité, est-ce que ça va être bien ce que je vais faire et tout ça. Et en fait, je me suis sentie tellement au bon endroit de faire ce tournage, d'y être, enfin ouais, et puis de me sentir connectée à l'équipe, et puis après de sortir ce film et de voir le retour des gens et tout ça. Je me suis dit ok, en fait je suis pas une arnaque, ça va, genre j'ai le droit, en tout cas j'ai le droit de continuer dans cette voie et de me sentir bien et à l'aise, voilà. Il y a beaucoup de chats qui se baladent et ils sont pas du tout timides, tu peux les prendre dans tes bras, leur faire des câlins. Un jour je me suis même dit je vais peut-être en embarquer un, mais je suis allergique aux chats donc non. Mais ils sont très gentils ces chats. Je me suis toujours demandé qui nourrit les chats des cimetières. Je voulais qu'on revienne un peu sur l'avant ton premier film. Ouais. Puisque j'ai lu que tu disais qu'entre tes 22 et tes 30 ans, en fait, il se passait rien. T'avais l'impression que ça décollait pas du tout. Il se passait rien dans ma vie. Oui, c'était... en fait, il se passait pas rien parce que j'étais quand même assistante mise en scène sur des tournages. J'ai été coach enfant, j'ai fait de la régie. Donc quand je disais il se passait rien, c'est juste que j'avais ce film, enfin cette envie de faire des films, et je me disais il faut vite que ça arrive, quoi. Et j'étais très impatiente, je pense aussi. Et ça a mis du temps, et c'est normal en même temps. Faire un film, ça prend des années
voilà, et c'est le temps qu'il faut. Donc ouais, il se passait pas rien, mais en tout cas, il se passait pas exactement ce que je voulais qu'il se passe. Mais toutes ces années-là, elles ont quand même servi à m'apprendre le cinéma, enfin le cinéma, je connais pas le cinéma, mais en tout cas m'apprendre les tournages, qui a quoi comme poste sur un tournage, être assistante, ça permet de voir tous les postes. Et j'ai appris grave, franchement, j'ai appris de ouf. En quoi ça consiste spécifiquement ce métier d'assistante réelle ? Bah, ça consiste d'abord au début, quand tu es stagiaire, tu commences juste à faire des cafés pour les comédiens le matin. Tu leur imprimes leur texte et tu leur donnes. Et puis après, non, en vrai, ça consiste à organiser le tournage, à faire en sorte que tout le monde soit là au bon moment, au bon endroit, que le décor soit prêt, que le réalisateur ait tout ce dont il ait besoin à sa disposition pour pouvoir, lui, ne s'occuper que de la direction d'acteur et de faire ses images, quoi. Et donc tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les costumes, les décors, les comédiens prêts, les figurants, les animaux, les voitures, bloquer des rues, tout ce qui est autour, et ben c'est nous, quoi. Enfin, c'est les techniciens et aussi l'équipe mise en scène. Et tu as travaillé sur quel film comme ça ? J'ai travaillé sur Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier en 2012. C'était trop bien. J'ai travaillé sur un film qui s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui est un film d'animation de Jamel Debbouze. Ouais. J'ai travaillé sur Les Tuches 2 et 3. J'ai travaillé sur un film qui s'appelle King. J'ai travaillé sur pas mal de trucs. J'ai adoré faire ça. Avant ça, toi, tu avais aussi fait une école de théâtre, parce que ton souhait premier, c'était d'être comédienne plutôt ? Oui, je voulais être comédienne et après j'ai compris que être comédienne, ça voulait dire rater beaucoup de castings et être beaucoup dans l'attente d'en réussir un et qu'on me choisisse pour faire un petit truc. Et ça ne m'allait pas du tout parce que j'étais très frustrée et j'étais pas forcément très bonne en casting, en tout cas. Je pense que ça me stressait beaucoup. Et donc oui, j'ai fait une école de théâtre pendant 2-3 ans. Et j'ai adoré ça. Je pense que ça m'a permis de passer un certain cap de timidité. Mais au-delà du jeu, juste dans ma vie en général, je pense que ça m'a appris qu'il faut avoir un peu honte de rien et c'est cool. De vivre en ayant un peu pas peur du regard des autres. Il y avait eu ce film aussi, Le Visiteur du Futur, dans lequel tu avais le premier rôle. Ouais, François Descraques m'a offert cette opportunité géniale de jouer dans Le Visiteur du Futur et je le remercie encore parce que vraiment personne ne m'a jamais donné rien au cinéma. À l'époque, en tout cas, vraiment, j'arrivais pas à tourner, quoi. Et lui, je sais pas, il m'avait vu dans des sketchs de Studio Bagel à l'époque déjà sur Canal et il avait trouvé que, je sais pas, il avait bien aimé mon jeu et ma personnalité et il m'a vu en casting, ça a hyper bien fonctionné et on a fait ce film ensemble que j'adore, qui est un film de comédie de science-fiction hyper ambitieux, hyper original pour la France en vrai. Et après, tu pensais que ça allait t'amener sans doute pas mal d'autres rôles et non. Ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas, mais c'est aussi ça, ce métier-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as toujours l'impression parfois de passer un cap et en fait, tu te rends compte que tu peux passer un cap, parce que c'était quand même passer un cap que de faire ce film, et tu peux quand même, ça peut quand même ne rien changer, c'est-à-dire ne pas t'amener d'autres opportunités derrière, etc. Mais moi, j'ai appris des choses en le faisant et je pense que le jour où une autre opportunité est arrivée plus tard, ce projet-là, j'étais nourrie de ce projet-là quand même, donc ça a forcément fait en sorte que je fasse mieux les choses après ou que ça m'apporte des choses en tout cas. Et c'est justement ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand tu voyais que les castings ça marchait pas trop, de vouloir passer à la réalisation, c'est à ce moment-là que tu t'es décidée pour ça ? Oui, en fait, je me suis dit, j'ai envie de jouer, on me propose pas grand-chose. Du coup, entre-temps, j'ai quand même fait Fleur Bleue en me disant, tiens, je vais jouer dans un programme court que je réalise, comme ça, je vais m'offrir, me donner un rôle. Et après, en fait, quand j'ai goûté à la réalisation et de Fleur Bleue et de On ira, je me suis dit, le jeu, j'adore ça, mais finalement, là où c'était mon obsession avant, ça me manque pas tant. J'adore jouer et j'ai envie de jouer encore et tout. Mais c'est vrai que quand on goûte à la réalisation, j'ai l'impression qu'il y a un endroit tellement de... Je sais pas, c'est tellement génial de voir ce qu'on avait dans la tête exister, de fédérer une équipe autour d'un projet, d'écrire, d'être autorisée à pas se regarder, parce que quand tu es réalisatrice sur le tournage, t'es là, t'as les cheveux gras, t'es avec ta doudoune, tu t'en fous, tu vois, t'es pas Sauf si tu joues toi aussi dans ton Sauf si tu joues. Alors dans Fleur Bleue, c'est pas vrai, du coup je suis pas en doudoune avec les cheveux gras, mais dans mes films pour l'instant je joue pas du tout. Et il y a un rapport à moi qui est trop qui est relâché, quoi. Je me regarde pas, je suis là en train de faire mon objet et je suis trop heureuse de le faire et on est tous en train d'essayer de construire quelque chose. C'est vraiment un truc presque artisanal, quoi, que je trouve finalement beaucoup plus addictif que le jeu. Et c'est ça aussi que je trouve très fort dans l'histoire de Fleur Bleue, c'est que, si j'ai bien compris, en fait, c'était à force d'avoir du mal à trouver des financements, à pouvoir réaliser ton premier film, que tout d'un coup tu t'es dit tant pis, je vais me lancer dans un programme court parce que ce sera plus facile à faire en fait. Exactement, en fait avec Martin, on n'arrivait pas à financer On ira.
Ça faisait des années que personne n'en voulait, tout le monde nous disait non. Et on se disait, ok, maintenant on a envie de tourner, mais on n'a pas envie de faire un court-métrage parce qu'on en avait déjà fait 2 et que c'était parfois faire un court-métrage, c'est presque aussi long à financer qu'un long-métrage. Donc on se disait, on va pas repartir là-dedans. On voulait pas réécrire un autre long-métrage parce qu'on se disait, là, on a envie de tourner vite, on n'a pas envie d'écrire pendant 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, tiens, programme court. On a vu les programmes courts que faisait Canal+, on se disait, tiens, ça a l'air efficace, rapide, en même temps ça met en avant des jeunes talents qu'on ne connaît pas forcément. Il y a l'humour Canal qui nous est un humour qu'on connaît depuis qu'on est enfant, avec lequel on a grandi et on avait envie de pouvoir en faire partie, quoi. Et donc on a écrit Fleur Bleue, qui s'appelait Plan Cul à la base. Et c'est Martin qui a trouvé le titre Fleur Bleue, qui est bien plus élégant, je dois l'avouer. Et voilà, et on s'est dit, tiens, vas-y, on se fait plaisir, quoi. On écrit ce qu'on a envie de dire, les blagues qu'on a envie de faire, et je joue dedans parce que j'ai envie de m'offrir un rôle qu'on ne m'offrirait pas normalement. Et on y va comme ça, et franchement, sans trop savoir ce que ça allait donner. Et on a eu une chance de dingue, c'est que ça a bien marché, et à tel point que ça a carrément aidé au financement de On Ira par la suite. C'est-à-dire que les gens... Ce truc-là est arrivé et On Ira, on a pu le ressortir du placard en disant c'est nous qui faisons Fleur Bleue, ah ok génial, du coup on peut lire votre film et On Ira. Ça a un peu tout débloqué en fait. Ouais, complètement. Alors même qu'au début, Canal te le refuse pendant plusieurs fois. Ouais. Et Canal, ils voulaient mettre une autre actrice que toi, c'est ça? Oui, en fait, ils n'avaient pas une idée en tête particulière, mais au début, ils étaient pas trop rassurés par le fait que ce soit moi, ce que je peux comprendre, parce que quand on lance un programme court, on a envie que ce soit le plus vu tout de suite, que ça fasse des vues, quoi. Et moi, j'avais pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, c'était je me suis confrontée au fameux truc de... il faut avoir des abonnés sur Instagram pour prétendre à jouer dans mon propre programme court. Mais ça c'est une réalité alors maintenant dans le cinéma ou dans des programmes courts, il faut avoir des abonnés? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des projets. Je pense qu'il y a des diffuseurs ou des financiers pour qui ça va être important, d'autres non. Et tant mieux. C'est-à-dire que d'un côté, tant mieux parce que ça va laisser la chance à des gens qui viennent des talents du web. Et de l'autre, pour ceux qui ne veulent pas ça, tant mieux parce qu'on ne peut pas se baser sur un nombre d'abonnés pour rendre compte du talent de quelqu'un. Bien sûr, absurde. Oui. Donc, ça assure un certain nombre de places, j'imagine, et de public. Oui, alors après, moi, je ne sais pas si j'y crois beaucoup à ça, dans le sens où on a quand même bien vu que c'est pas parce qu'on prend des gens qui ont des abonnés sur Instagram que d'un coup un film fait des entrées au cinéma, parce qu'en fait, il faut quand même payer sa place et les gens se déplacent. C'est quand même pas le même rapport à l'écran et au projet, quoi. Maintenant, oui, sur Fleur Bleue, c'était vraiment En fait, on l'a imposé, quoi. On a dit à Canal, nous, vraiment, on a envie que ce soit moi qui le fasse. Faites-nous confiance s'il vous plaît, et on a eu trop de chance parce que Canal nous a dit ok, on vous fait confiance, on a envie d'y croire et tout, et quelque part ils m'ont laissé cette chance-là. Et est-ce que ces gens se battent? Non, je crois. Ces gens rigolent entre eux. Tu penses? Je sais pas, mais ce serait bien qu'on le sache avant d'y être. Ouais, ils se font un bisou, tout va bien. Dans Fleur Bleue, on suit l'histoire d'une jeune trentenaire qui enchaîne des dates plus ou moins foireux. Et c'est une histoire que tu incarnes et qui vient aussi peut-être de ton expérience personnelle. Je me demandais si ça avait pu être un peu lourd aussi parfois qu'on t'associe à ce personnage ou qu'on te prête peut-être certains de ces dates, de cette vision. Écoute, non, honnêtement, dans ma vie de tous les jours, c'est pas lourd du tout parce que personne m'en parle comme ça. C'est dans les commentaires sur les réseaux sociaux que c'est un peu délicat parce qu'effectivement les gens ne font pas... Enfin les gens, je vais pas dire les gens parce qu'en fait les gens sont intelligents, mais il y a certaines personnes pas très intelligentes qui ne font pas le distinguo ou surtout n'ont pas envie de faire le distinguo entre mon personnage et la réalité et donc se défoulent de commentaires haineux contre le programme. Mais en même temps, c'est un programme qui énerve les bonnes personnes. C'est un programme un peu féministe qui va énerver les gens qui sont contre ces valeurs-là. Donc moi, je suis OK avec ça. Si ça énerve ces gens-là, c'est que je suis au bon endroit. Je crois que l'enjeu de ce programme, tu disais aussi que c'était de montrer une réalité qui n'était pas trop romantisée. Ouais, exactement. D'essayer de casser un peu peut-être certains stéréotypes sur des relations oui, c'est aujourd'hui. Ça. Je pense qu'en fait, on a toutes envie, on est toutes passées par une phase de dating peut-être sur les applis. Et j'ai l'impression que moi, j'ai vu beaucoup de mes copines déprimées par ça. J'ai lu ce livre-là qui s'appelle Dating Fatigue, qui était grave intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait tout un univers là, depuis l'ère des apps et l'ère des applis de rencontres, de gens déprimés par les rencontres, parce qu'en fait, une espèce de zapping permanent, de recherche de critères précis. Et en fait, on n'est jamais très heureux, on ne trouve jamais la personne idéale. Et j'avais envie de montrer ça. J'avais pas envie de faire une comédie romantique comme moi j'ai grandi avec des comédies romantiques qui sont très Bridget Jones, Gossip Girl, avec des mecs un peu qu'on glorifie parce qu'ils sont un peu
nuls, quoi. Ils sont un peu méchants, mais on est là, ouais, je l'adore. Un peu mystérieux. Exactement, comme dans Sex and the City et tout ça. Et je trouvais que là, ça suffit. En fait, il fallait montrer quelque chose de la réalité de, bah oui, les dates, c'est fatigant. Oui, les mecs, et Fleur aussi, il n'y a pas que les mecs, mais les mecs, bah, ils sont bancals à plein d'endroits. Fleur, elle sait pas ce qu'elle veut. Genre, bon, enfin, c'est un peu catastrophique, quoi, en vrai. Mais c'est la réalité et il y a quand même des choses jolies à tirer de ça, quoi. T'as pu souffrir, toi, tu penses, un peu de ces modèles-là de comédie romantique avec lesquels on a grandi? Oui, franchement grave, parce que je pense que j'ai attendu longtemps une sorte de prince charmant, et quand c'était pas le prince charmant, c'était justement valoriser des comportements assez nocifs chez des mecs, parce que je me disais, ouais mais c'est ça l'amour, c'est la passion. Tu vois, Blair et Chuck, Carrie et Big, enfin il y avait quand même des modèles où je me disais ouais c'est dur mais en même temps c'est comme ça que c'est bien, quoi. Et en fait je pense qu'on en revient de ça heureusement, et peut-être que si je n'étais pas revenue de ça, je serais mariée avec des enfants aujourd'hui à quelqu'un qui me rendrait pas forcément très heureuse, ça se trouve. Mais je pense que comme j'ai lu beaucoup là-dessus et que je me suis un peu déconstruite moi-même, maintenant je suis devenue vachement plus exigeante envers moi-même, et j'ai envie de pas justement mettre en valeur ces relations-là qui sont pas des relations d'amour. En fait, l'amour c'est simple normalement, donc et en fait c'est dur à trouver l'amour simple. Donc c'est sûr que je pense qu'on a une génération de filles, je sais pas si toi t'es née dans les années 90, ouais, aussi, à souffrir de ces schémas et ces modèles, mais, mais c'est cool aussi cette révolution dans laquelle on... Et c'est pour ça que c'est super d'avoir des programmes comme Fleur Bleue, d'ailleurs. Bah j'espère, c'est cool, moi je suis contente. Si les filles sont contentes de voir Fleur Bleue et les mecs aussi, moi je suis ravie. Tu regardais quoi justement au cinéma ou peut-être en série plus jeune? Enfin, qu'est-ce qui pouvait peut-être te donner envie déjà de faire ce métier aussi à cette époque? Je regardais beaucoup de comédies absurdes, de Joe D'Apato, des films avec Jim Carrey, beaucoup vraiment d'absurdes. Je regardais Mr Bean. Vraiment, quand j'étais enfant, je regardais... C'était un peu le Charlie Chaplin des années 90, quoi, en Angleterre. C'était trop bien Mr Bean. Puis après, en grandissant, plus j'ai découvert vraiment plus des films indés, à petit budget. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est marrant, il y a la comédie populaire complètement absurde avec Jim Carrey qui fait Ace Ventura, quoi. Et il y a Lawrence Anyways de Xavier Dolan, où je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? Enfin, d'un coup, moi, j'ai fait une école de cinéma, on m'a appris plein de règles, et je vois des films où il y a des réals qui cassent toutes ces règles. Et... Bref, je sais pas, j'ai vu plein de trucs différents, mais qui m'ont donné envie du coup de mêler comédie et drame, et de pas choisir entre le populaire ou le film indé, quoi. J'ai l'impression qu'on peut faire un peu les deux et que pas nécessairement obligé de choisir. Sauf qu'à l'époque, tu voulais être chanteuse. C'est ça? Oui, oui, je m'y attendais pas. Oui, je voulais être Britney Spears, c'est différent. Ah oui, c'est un métier à part entière. Exactement. Oui, je voulais être chanteuse, mais j'ai vite compris que ma voix n'était pas... Alors je chante pas mal, mais je pense que pour être chanteuse, il faut avoir un truc en plus. Tu peux pas juste chanter bien, quoi. Ou alors il faut vraiment faire 10 ans de cours de chant. Ça se travaille après. Ouais, ça se travaille. Mais tu sais que c'est Rosalia qui chantait pas très bien. Apparemment, on m'a dit ça, je sais pas si c'est une intox, mais qu'elle chantait pas très bien et qu'elle a bossé de ouf. Et maintenant, elle chante fabuleusement bien. Donc comme quoi, mais comme quoi, je peux encore me reconvertir. Mais non, oui, je voulais être chanteuse, mais je pense que j'étais juste attirée par un métier créatif, en fait, par l'idée d'écrire des choses et de les partager avec des gens et que ça donne des émotions aux gens, je pense. C'est surtout ça. Et à quel moment tu t'es dit que c'était le cinéma vers lequel tu voulais aller? Est-ce que c'était aussi parce que donc ton père, Olivier Barou, peut-être il t'a emmené sur des tournages, tu le voyais s'amuser aussi? Il m'a emmené sur des tournages depuis que je suis petite, je l'ai vu s'amuser, et surtout j'ai eu la chance que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture d'abord au lycée, à écrire des rédactions, j'ai fait L, donc j'ai fait toutes les lectures de bouquins, de littérature, de machin, de la classe L, un peu la classe des nuls là. Et donc en fait j'ai compris que j'aimais écrire, et après je me souviens qu'au lycée on avait étudié les liaisons dangereuses en livre et en film. Ah, moi aussi. Et ça m'avait... On a le même âge ou quoi? Et ça m'avait fait un choc, enfin je m'étais dit ouais c'est trop bien, d'un coup le cours de littérature me fait chier, mais de voir le film ça m'intéresse. Ouais. Et là je m'étais dit ouais il y a un truc trop bien avec ça, et oui, et mon père évidemment, là c'est le moment où je parle des trucs de filles d'eux et tout là, parce que ça me saoule ce sujet-là. C'est-à-dire que j'en ai marre de voir des gens qui disent, quand ils sont filles de quelqu'un qui travaille dans un milieu artistique, qui disent oui, non mais c'est vachement dur d'être fille d'eux, on t'attend au tournant et tout. Non, enfin moi j'ai eu trop de chance que mon père il me transmette ça, qu'il me donne l'amour du cinéma, parce que lui il est cinéphile, il regarde des films beaucoup, il m'en a beaucoup montré, qu'il me fasse confiance dans l'idée que je veuille faire ça.
qu'ils puissent me payer mon école de cinéma, qu'ils puissent... Qui te montrent que c'est possible en fait aussi. Ouais, déjà qui montrent que c'est possible. Et puis après, il faut assumer la partie privilégiée que tu as d'avoir un père qui fait déjà ce métier-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des métiers qui sont super durs d'accès, dans lesquels il faut parfois connaître des gens, ou en tout cas, tu peux mettre des années à rencontrer les bonnes personnes. C'est des métiers... moi, quand j'étais à l'école de ciné, mes parents m'ont payé mon école. J'avais des gens dans ma classe, ils faisaient des emprunts à la banque, ils étaient montés à Paris pour faire cette école-là et tout. Donc j'ai trop de chance en fait. Et du coup, maintenant, ce que je me dis, c'est qu'il faut être conscient de ses privilèges, travailler dur pour honorer cette chance-là que j'ai eue d'avoir mon père qui m'a donné envie de faire ça, quoi. C'est quoi le meilleur conseil qu'il ait pu te donner ? Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est de ne pas attendre qu'on vienne me chercher, c'est-à-dire à un moment justement quand je passais beaucoup de casting et que je les avais pas, j'étais un peu désespérée, je me disais oh là là je vais jamais y arriver, tout ça. Et il me disait mais écris-toi des rôles, t'es né à l'ère des réseaux sociaux, fais des vidéos sur les réseaux, t'as un iPhone, fais des vidéos, écris, arrête de te plaindre, en gros tu peux tout faire. Provoque ta chance, crée des choses, sois assistante, sois coach enfant, fais de la régie, écris, fais un court-métrage avec tes potes, bref. Et en fait, attends pas. Et ça a été c'est vraiment la dynamique dans laquelle je me suis mise depuis vraiment longtemps maintenant, et c'est vrai que je supporte plus d'attendre. C'est un très bon conseil. Bah ouais, franchement, c'est un bon conseil. Et je pense que lui, il l'a éprouvé, c'est-à-dire qu'il a fait quand même une école de cuisine à 16 ans. Après, il a fait de la radio parce qu'il a envie de faire de la radio. Après, il s'est dit, il a rencontré Cad, il s'est dit, je vais écrire des sketchs avec ce mec-là. Puis ils ont fait un duo d'humoristes à la radio. Puis ils se sont fait repérer, ils ont fait de la télé, puis du cinéma. Mais ils n'ont jamais attendu. Parce qu'en fait, quelqu'un vienne les chercher. Oui, et puis c'était même pas dans un but, je pense, de vouloir réussir, c'était dans un but juste parce qu'ils aimaient ça. En fait. Ils étaient incapables de passer une journée sans créer un truc qui les faisait marrer. Donc en fait, voilà, et je pense qu'il y a eu ce truc-là de créer des choses, provoque ta chance et prends du plaisir à le faire. Enfin, rends-toi compte que tu as trop de chance de pouvoir faire ça, d'avoir l'opportunité de le faire. Et voilà, donc je le remercie parce que j'ai beaucoup de chance. Et parfois, tu lui donnes des conseils, toi ? Tu les acceptes ? Oui, je lui donne pas tant des conseils sur le travail, parce que j'ai rien à lui apprendre, mais non, c'est plus des conseils généraux. C'est pas des conseils, c'est des discussions qu'on a, où on confronte nos générations un peu. Je pense que lui, il s'est vachement intéressé à ce que j'ai voulu dire dans Fleur Bleue, surtout sur le féminisme, sur ma vision féministe de mon époque, qui lui, c'est un homme de 60 ans, donc voilà, forcément, je ne sais pas s'il se questionnait autant que moi sur ces sujets-là, et on en parle beaucoup ensemble, et c'est trop bien, et il est grave moderne et ouvert, et grave féministe, heureusement, sinon je lui parle plus en fait. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais oui, non, on se donne des conseils, mais c'est plus des conseils de vie que de travail. Même lui, il va jamais me conseiller son travail, il va juste me dire... en gros, c'est plus de la philosophie de vie, quoi. Si tu veux être heureuse dans ton travail, sois plutôt comme ça, mais il va pas me dire sur son scénario, tu devrais changer la page 12, quoi. Bien sûr. Et alors celui apparemment qui ne t'a jamais donné de conseils, finalement, c'est Leonardo DiCaprio. Alors même que... Ah putain, c'était bien renseigné. Tu avais dit que c'était le cas ? Alors oui, c'est très marrant. Ça, c'était un conseil de mon père, par exemple. Mon père, quand j'étais ado, il m'avait dit, tu sais, c'est trop marrant... Sur ma page Wikipédia, il y a des infos, et à chaque fois que je fais une interview, les journalistes me ressortent ces informations-là. Et donc il m'avait dit, quand tu seras plus grande, si un jour tu veux vraiment faire ce métier-là, et si un jour ça marche, tu pourras mettre ce que tu veux sur ta page Wikipédia, et les gens t'en parleront. Et donc un jour, j'avais vraiment... Parce que tu peux modifier Wikipédia, donc j'avais mis, mais pour rigoler, j'avais 18 ans, j'avais mis que je m'étais fait coacher par Leonardo DiCaprio à New York pour devenir actrice. Et en fait, je l'ai mis, et après, pendant des années, j'y ai pas pensé. Et quand j'ai fait la promotion du Visiteur du Futur, j'ai fait une émission de radio. Et premier degré, un journaliste m'a dit « Alors, incroyable, racontez-nous, vous avez été coaché par Leonardo DiCaprio ». Et là, il y a eu un blanc dans les gens qui étaient autour de moi, genre vraiment qui m'ont regardé en mode « Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et en fait, j'ai pas assumé, j'ai avoué le truc. Je disais « Non, mais c'est faux ». Oui, alors que t'aurais pu raconter. J'aurais dû, en fait. Mais bon, moi, je sais pas si on m'aurait cru. Je sais pas si on m'aurait cru, parce que bon, très mauvais coach, du coup, je suis pas devenue une grande star du cinéma. Mais ouais, c'était rigolo ce truc Wikipédia. Du coup, ma page Wikipédia a été supprimée. Ah oui. Oui, parce que j'ai triché, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus de... Je suis punie, non, il n'y a plus rien. Et indépendamment de Leonardo DiCaprio, que tu n'as peut-être pas encore rencontré, est-ce que depuis que tu fais ce métier, tu as eu des rencontres qui t'ont vraiment marqué avec des personnes que tu pouvais admirer ou... Hélène Vincent. Hélène Vincent, qui est donc genre l'actrice dont je suis plus fan depuis des années. J'ai pu la rencontrer grâce à mon film. Donc ça, j'ai trop de chance. Bertrand Tavernier. Ouais.
qui est quand même un des plus grands réalisateurs français. Et j'ai travaillé sur son film, j'avais 21 ans. Je me souviens qu'on chantait des chansons de Disney devant le combo, entre les prises. Et je sais pas, on avait ce truc on connaissait tous les deux les chansons de Disney par cœur. Et donc parfois on se faisait des tests, le livre de la jungle, on chantait des trucs et tout. Il était trop gentil et trop talentueux, trop fort. Enfin, trop talentueux, c'est absurde de dire ça, c'est une porte ouverte enfoncée là, mais Tavernier quoi. Tavernier et Jamel Debbouze. Parce que Jamel, sur son film d'animation. Ouais. Jamel, je l'ai mis en remerciement de mon premier film parce que vraiment, quand je l'ai rencontré, j'ai vu, déjà, il m'a accueilli sur son tournage, j'étais stagiaire, j'avais 20 ans. Et surtout, j'ai vu cette personne qui est tellement un bosseur, gentil avec tout le monde, connaissant le nom de toute l'équipe, disant bon, enfin c'est des trucs bêtes, tu vois, mais je te jure, franchement, quand tu commences et que tu arrives sur un plateau comme ça, où tout le monde s'entend trop bien, et c'est le réalisateur qui donne le ton généralement quand même, tu vois, tu peux avoir des tournages où tu as un réal pas très sympa et du coup c'est un peu l'enfer. Et Jamel, c'était une force de travail, de bienveillance, de gentillesse, de drôlerie qui m'a tellement marquée. Et voilà, et il m'a toujours dit, moi je crois trop en toi, tu vas faire des trucs de ouf et tout, alors que moi j'étais stagiaire, je disais ouais bah là je vais faire des photocopies, mais bref, et quand j'ai sorti mon film, il m'a envoyé un message pour me dire je suis trop fière de toi. Et ça m'a trop touchée et je le vois jamais parce qu'il a une vie de ouf, je sais pas où il est à Paris, moi je fais mes trucs et tout, on se croise pas souvent, mais je le porte dans mon cœur très très fort. Tu dis souvent que tes films, tes réalisations servent à combattre des anxiétés ou certaines de tes peurs. En l'occurrence, On ira sur le deuil. Fleur bleue, c'était suite à une rupture amoureuse. Ouais. Le prochain, du coup, c'est quoi? Quelle est l'angoisse qui a déclenché ce film? Là, je pense que c'était pas une angoisse. Enfin, ça vient peut-être un peu d'une angoisse, mais c'était plus une envie de. C'est un film qui va parler beaucoup des femmes et de la jeune génération de femmes et de comment le regard des hommes, s'il est nocif, peut abîmer la vie d'une jeune fille. En gros, et c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vécu ou qui m'angoisse particulièrement, mais c'est plutôt, je pense, le monde dans lequel on vit et cette génération de nouvelles meufs déterminées à vouloir s'émanciper, parler des traumatismes qu'elles ont vécus, dénoncer ce qui va pas et tout ça qui m'inspire grave. Et du coup, c'est peut-être la première fois que je vais faire un film sur quelque chose plutôt que... Le moteur, c'est plutôt une inspiration qu'une angoisse. Et j'espère que ce sera bien, du coup, je sais pas, ça se trouve, faut que je continue à faire mes angoisses, je sais pas. Et tu sais à peu près quand est-ce qu'on pourra le voir? Alors à peu près, je pense qu'on pourra le voir, j'espère qu'on pourra le voir en 2027. J'espère fin 2027. Dernière question, si tu devais choisir un lieu idéal, réel ou imaginaire, ce serait quoi? Alors en ce moment, j'ai un délire, c'est de me dire que j'aimerais partir en voyage toute seule. Je l'ai jamais fait et j'aimerais le faire avant mon prochain anniversaire. Donc, je me vois bien sur une île, toute seule en Grèce, avec vraiment que des gens qui parlent grec autour de moi, pas un français à l'horizon. De la feta, très classique, très cliché, hein, mais voilà, de la feta, des petites tomates, un livre, et vraiment, tu vois, genre une espèce de crique où il n'y a personne et où je peux écrire un peu à la main des idées pour mon prochain film, lire mon livre et voilà. Et puis la Grèce, quoi. Je sais pas pourquoi la Grèce, ça me fait un effet méditatif, simplement. Merci. Merci à toi.